Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est une édition spéciale Noël, bien sûr, que nous vous proposons aujourd'hui. Je pense que cela ne vous surprendra pas. Finalement, depuis ce matin, tout le monde a tendance à penser à d'autres soucis, des soucis finalement beaucoup plus agréables qu'à l'ordinaire. Il s'agit de terminer, par exemple, l'arbre de Noël, ou encore de s'installer en montagne, de s'installer dans la neige. Dans bien des régions, la neige est d'ailleurs au rendez-vous. On était un petit peu inquiets à ce sujet dans les stations de sport d'hiver, mais les gros flocons tombent depuis hier et les skieurs n'auront sans doute pas trop de problèmes sur les pistes. Demain matin, les cadeaux seront devant la cheminée, au pied de l'arbre. D'ailleurs, cette nuit de Noël 1970 a un caractère un peu particulier, du point de vue en tout cas des astronomes. Pour la première fois depuis 800 ans, on peut dire que l'étoile de Bethléem va briller. Bien sûr, vous ne la verrez pas, cette étoile, mais les spécialistes expliquent que les planètes Mars, Vénus et Jupiter vont se trouver réunies dans une certaine situation aujourd'hui à proximité, du moins ce soir, à proximité de la Lune. C'est un phénomène très rare qui, pense-t-on, s'était produit en l'an 7 avant Jésus-Christ. Paradoxalement, cela correspond d'ailleurs à la naissance du Christ. Autrement dit, il s'agissait de cette fameuse étoile qui avait guidé les rois mages vers la crèche. Ce qui est moins exceptionnel pour cette nuit de fête demeure le problème de la route. Les nuits de réveillon sont particulièrement dangereuses pour ceux qui ont à rouler. De façon générale, on considère qu'il y a 2 fois plus d'accidents mortels cette nuit-là. On comprend d'ailleurs facilement les raisons. Il y a d'abord beaucoup plus de monde sur les routes, et puis ensuite les excès de table et de boissons du réveillon, bien sûr. Il faut savoir choisir ce soir, boire ou conduire. En tout cas, comme chaque année, les gares ont été prises d'assaut depuis 2 jours. Les cités se vident, c'est la grande fuite vers la neige. Il a fallu mettre en place de nombreux trains supplémentaires, les fameux trains de neige, où il règne, vous le savez, une ambiance bien particulière. Les enfants étaient quelque peu énervés, on s'empêtrait souvent dans les bâtons ou dans les skis, mais le sourire était là, et ce matin, tous ces vacanciers ont enfin senti craquer la neige sous leurs pieds. Noël à travers le monde, là il faut bien revenir à ce qui constitue habituellement les grands sujets de l'actualité, les grands soucis aussi de l'actualité, Pologne, Espagne et Vietnam. En Pologne, à la veille des fêtes, le gouvernement a été en partie remanié. M. Sienkiewicz, qui était à la tête du gouvernement, se retrouve maintenant chef de l'État. C'est un poste relativement honorifique, mais M. Sienkiewicz aura tout de même son mot à dire dans la direction des affaires du pays. À la tête de la nouvelle équipe du Politburo, on a choisi M. Jaroszewicz, un spécialiste des affaires économiques qui, au cours de la dernière guerre, s'était battu aux côtés de l'armée rouge. En tout cas, dans le pays, le calme est bien revenu. À Stettin, on a même maintenant levé le couvre-feu. Noël aussi à Saïgon. Comme chaque année, on surveille la façon dont la trêve est suivie. Une trêve de 3 jours, décidée de façon unilatérale par le Viet Cong et qui commençait ce matin. Les Sud-Vietnamiens, les Américains, eux, ont prévu un cessez-le-feu de 24 heures qui ne commence que ce soir. Pour l'instant, on signale assez peu d'engagement, à l'exception de 3 combats, 3 violations donc de ce cessez-le-feu signalés par Saïgon. Sur le plan diplomatique, Noël apporte une légère détente à ce sujet. Pour la première fois depuis longtemps, Vietnamiens du Nord et du Sud ont réussi à tomber d'accord à la conférence de Paris sur la libération de prisonniers nord-vietnamiens qui se trouvaient au Sud et qui seront conduits à la hauteur du 17e parallèle. Pour le reste de l'actualité internationale aujourd'hui, 3 télégrammes peut-être à retenir. Il s'agit tout d'abord de l'Espagne. On connaîtra sans doute samedi prochain, samedi ou dimanche, le verdict du procès de Burgos. Les avocats ont en effet été convoqués chez le juge d'instruction au lendemain de Noël et ils ne semblent pas douter que les sentences leur seront communiquées. Régis Debray, lui, est libre. Il compte passer quelques jours de repos au Chili chez le poète Pablo Neruda. Le gouvernement chilien lui a accordé un permis de séjour de 15 jours. Ensuite, on ne sait pas encore si Régis Debray rentrera en France. Pour l'instant, il préfère refuser les rencontres avec les journalistes. Cette jeune femme, c'est Angela Davis, la militante noire américaine, a fait son entrée dans le tribunal de San Rafael, en Californie. Elle a fait son entrée en levant le poing. Angela Davis est inculpée de complicité, je vous rappelle, dans l'enlèvement qui a provoqué la mort d'un juge américain, le juge Allen. En France, François-Henri de Virieu, une bougie sur l'arbre de Noël de l'électricité de France, qui va peut-être pas tarder à arriver d'ailleurs. L'EDF vient de signer avec l'État un contrat de programme qui fixe ses objectifs pour 5 années, 25 ans finalement après la vague de nationalisation de l'après-guerre. Est-ce que c'est une certaine autonomie de gestion qui revient pour l'EDF? Oui, depuis 25 ans, l'électricité de France, comme toutes les entreprises nationales qui étaient nées de la libération, était soumise à une étroite tutelle du gouvernement, ce qui lui interdisait pratiquement de se comporter comme une entreprise industrielle normale. Il faut se souvenir que les nationalisations avaient été décidées en pleine époque de pénurie. Le problème à l'époque était de produire, et je dirais de produire à n'importe quel prix. La France était dans l'économie relativement protégée. Or, aujourd'hui, c'est tout le contraire. La concurrence internationale est très vive et il faut abaisser les prix de revient. Or, abaisser les prix de revient pour les entreprises nationales, c'est acquérir
une certaine autonomie de gestion. Est-ce qu'on peut penser que cette autonomie de gestion sera totale pour l'EDF? Non, l'EDF n'obtient pas une totale autonomie de gestion. Elle obtient un régime, on pourrait dire, de liberté surveillée. Et le contrat de programme que M. Giscard d'Estaing a signé hier avec le président de l'EDF, M. Delouvrier, est un contrat un peu comparable à celui qui avait été signé avec la SNCF il y a de cela 18 mois. À partir du 1er janvier et pour une période de 5 ans, l'EDF pourra fixer elle-même ses tarifs en tenant compte de ses vrais prix de revient, des vrais prix de revient du courant. Mais elle le fera tout de même sous contrôle du gouvernement, parce que l'EDF reste ce que l'on appelle un service public, c'est-à-dire que l'usager qui est installé loin des centrales de production ne supportera pas intégralement le handicap de son éloignement. L'EDF n'obtient pas non plus la liberté totale pour ses investissements, mais elle pourra calculer ses plans de financement sur 5 ans, alors que jusqu'à présent, ces investissements étaient pour l'essentiel budgétisés, c'est-à-dire qu'ils étaient déterminés année par année par le gouvernement et le Parlement lors du vote du budget. Or, aujourd'hui, une grande firme moderne doit faire des plans de financement sur plusieurs années. Une firme comme IBM, le grand constructeur d'ordinateurs, calcule ses plans de financement sur 7 ans. Et c'est la seule façon de passer des marchés réguliers et donc des marchés avantageux. Et c'est la seule façon aussi d'éviter la cascade de frais financiers, de remboursement d'emprunts. Il ne faut pas oublier que l'EDF dépense à peu près, un peu plus même, de 5 milliards de francs actuels chaque année pour ses investissements et sa modernisation. Pour le reste de l'actualité en France, il faut parler aussi d'une déclaration de M. Georges Ségui, hier à Brive. Le secrétaire général de la CGT a promis un début d'année assez chaud dans le domaine social. Peu de temps s'écoulera, a-t-il dit, entre le nouvel an et les premières manifestations concrètes. Autre perspective pour le début de l'année, là il s'agit des nouveaux tarifs de la SNCF. La hausse va atteindre 6% tout de même pour les voyageurs et plus de 4%, 4,5% exactement pour les marchandises. Entre-temps, d'ailleurs, les conversations entre cheminots et la direction de la SNCF n'ont pas abouti. On parle des salaires, vous le savez, et on a convenu de se donner une semaine de réflexion. Je pense que vous avez vu ce qui constitue maintenant les grands titres de l'actualité, qui, vous le voyez, n'ont guère évolué malgré tout depuis hier. Je vous propose maintenant de revenir un peu plus en détail sur ce qui constitue l'actualité de Noël, les mille et un problèmes que chacun d'entre vous et d'entre nous connaissent à quelques heures maintenant de Noël. Les cadeaux, l'arbre de Noël, la lettre au Père Noël, le sapin et, pourquoi pas, les cartes de vœux. Les cadeaux, tout d'abord, il y a cette semaine un petit problème nouveau, cette année plutôt un petit problème nouveau à ce sujet, il s'agit des chèques. Pendant longtemps, on a encouragé ce mode de paiement, les Français s'y sont mis maintenant, et même tellement bien mis que les banques commencent à s'inquiéter devant la prolifération des petits chèques, c'est-à-dire des chèques de 5, de 10 ou de 15 francs. Ils sont bien pratiques, ces petits chèques, pour les utilisateurs, mais cela finit par coûter de l'argent aux banques qui doivent faire face à ce nouvel afflux. Une enquête de Jean-Pierre Quittard. C'était des chèques. Oui, monsieur. Cette question, chacun de nous l'a posée au moins une fois, que ce soit au restaurant comme ici, ou à un poste à essence. Bref, partout nous avons remplacé l'argent liquide par un chèque bancaire ou par un chèque postal. Le développement des chèques a un aspect satisfaisant, puisque c'est la marque que la monnaie scripturale devient populaire. Il est pour le teneur de compte l'occasion d'un souci, c'est celui de l'équilibre financier du service. Aux chèques postaux, comme dans les banques, et d'une façon générale dans tous les établissements qui tiennent des comptes, l'habitude a été prise d'équilibrer le service par le produit du placement des fonds. Si les fonds déposés se développent moins rapidement que le nombre d'opérations, on se rend compte que les ressources se développent moins rapidement que les dépenses. Et il est bien vrai que faire 10 opérations de 10 francs rapporte moins au teneur de compte que de faire une opération de 10 000 francs, et lui coûte plus, puisqu'il faut faire 10 opérations au lieu d'une dans l'autre cas. Un compte postal d'usager moyen, je mets à part les comptes d'entreprise, fait plus d'une centaine d'opérations par compte et par an, ce qui est probablement un peu plus du double de ce qu'on constate sur les comptes bancaires de même nature. Chèques postaux ou chèques bancaires, le problème finalement est le même, car chaque jour nous utilisons un peu plus notre carnet de chèques pour régler de petites sommes. Cela ne va pas sans poser des problèmes, notamment aux commerçants qui ont, vous allez l'entendre, deux sujets d'inquiétude, la comptabilité et le chèque sans provision. Pas très intéressant, ça nous donne beaucoup de travail. Vous n'envisagez pas, par exemple, d'interdire, comme certains restaurants, le paiement par chèque? Quand j'ai un chèque sans provision, c'est ma réaction, mais malheureusement, je ne peux pas le faire. Ça fait beaucoup de comptabilité, mais enfin... Quels sont les risques? Les chèques sans provision.
Et alors à ce moment-là, quel est votre recours? Pour l'instant, je touche du bois, j'ai jamais eu de chèque sans provision, alors ne me portez pas malheur. Hein. Il faut faire beaucoup d'écriture pour très peu d'argent en fin de compte. Quand on a du liquide, on est sûr de ce qu'on a. Si on a un chèque, on l'est moins sûr. Et quelle est la proportion, par exemple, des chèques sans provision? Sur l'essence? Il y en a beaucoup plus sur l'essence que sur les gros chèques. Sur les chèques mécaniques tôlerie, c'est beaucoup moindre. Parce qu'à ce moment-là, on a quand même un recours si les chèques sont importants. Mais les chèques de 20 francs ou de 50 francs sur l'essence, on n'a rien. On n'essaie même pas de les faire protester d'ailleurs. Depuis le 1er octobre, la SNCF interdit le paiement par chèque pour les sommes inférieures à 50 francs. Il y a des exceptions, bien sûr, les billets pris en cours de route, les billets pris avec une carte d'abonnement et le règlement des locations par correspondance. À l'origine de cette mesure, le même souci, le chèque sans provision. Il faut savoir qu'en moins de 9 ans, le nombre de ces chèques avait augmenté de près de 400% et qu'ils ont atteint pour le seul mois de septembre dernier, mois qui a immédiatement précédé la mise en application des nouvelles mesures, le chiffre de 1500. Or, il est bien évident que, surtout en ce qui concerne les chèques de faible montant, les frais de poursuite judiciaire sont exagérément élevés compte tenu du montant des sommes à récupérer. Et ces poursuites judiciaires, nous les engageons systématiquement, par principe, pour décourager les émetteurs de chèques sans provision. Est-ce que 2 mois après le début de cette expérience, vous en avez tiré, disons, déjà des premières conclusions? Eh bien, la conclusion essentielle que nous pouvons tirer, c'est qu'il y a évidemment eu quelques protestations, en nombre d'ailleurs assez réduit. Et il faut dire que chaque fois que nous avons été en mesure d'exposer, par exemple par téléphone, à nos interlocuteurs les raisons qui nous ont conduits à adopter cette nouvelle réglementation, nos interlocuteurs se sont volontiers et très courtoisement rangés à nos raisons. Je suppose que chacun d'entre vous maintenant s'est occupé de son arbre de Noël, l'a acheté au moins cet arbre de Noël. Il en existe d'ailleurs de toutes sortes, et même en matière plastique, c'est sans doute un petit peu moins poétique et cela sent moins bon, mais généralement on préfère quand même rester fidèle au sapin naturel. Là encore, cela conduit quelquefois à des excès. Il est à déconseiller par exemple de venir tout simplement déraciner sur certaines propriétés ces sapins, ces fameux sapins de Noël. Et c'est pourtant ce qui se produit, et après tous ces sapins ont tout de même des propriétaires qui sont d'abord un petit peu été ennuyés, qui ensuite ont cherché et trouvé d'ailleurs une solution. Nos camarades de Bordeaux s'en sont aperçus. Regarde. Ces pins font partie d'une des forêts les plus vastes de France, la forêt de Gascogne qui couvre environ 1 200 000 hectares. Les départements des Landes et de la Gironde sont au point de vue surface boisée 2 des départements les plus riches de notre pays. Depuis plusieurs années, en période de fête de Noël, les sylviculteurs d'Aquitaine organisent des distributions gratuites de pins. Ces images ont été tournées sur les allées de Paulmy à Bayonne, seul centre de distribution des Pyrénées-Atlantiques. Là, 3000 pins ont été ainsi choisis et taillés sur mesure par des particuliers. À Nérac, l'un des 2 centres de Lot-et-Garonne, 1200 pins ont été distribués de la même façon. En tout, 27 000 pins, soit 2000 de plus que l'année dernière, ont été emportés par les Aquitains. Une opération bénéfique pour la sauvegarde de notre forêt et qui s'explique d'ailleurs pour plusieurs raisons. Monsieur Dessès, vous êtes conseiller forestier. Comment choisissez-vous vos sapins? Ces sapins ont été choisis par les propriétaires forestiers de la région de Sainte-Hélène qui ont des semis de 3, 4 et 5 ans. Ces semis ont un grand nombre d'arbres à l'hectare. Et pour que le semis soit productif, il faut diminuer le nombre de ces arbres de 50 000 à peu près à l'hectare jusqu'à 2000. Mais il y a une autre raison pour laquelle vous choisissez ces sapins et vous les donnez aux gens qui viennent ici les choisir. Eh bien, tous les ans, nous profitons, nous faisons ces éclaircies à cette époque pour pouvoir distribuer aux citadins tous les arbres que nous laissons d'habitude en forêt. Nous faisons cette opération pour éviter surtout que les citadins aillent détruire des arbres qui, eux, auraient tout à fait leur raison d'être et de rester beaucoup plus longtemps que ça, beaucoup plus longtemps en forêt. Et ici à Sainte-Hélène, combien y a-t-il de sapins coupés? Nous en avons amené cette année environ 5000.
Autre problème de Noël, la fameuse lettre au Père Noël, la fameuse commande de jouets que l'on refait tous les ans lorsqu'on est petit garçon ou petite fille. Et il y en a tellement de ces lettres au Père Noël qui sont parvenues de toutes les régions de France que, ma foi, le Père Noël a dû s'organiser lui aussi et avoir un certain nombre de secrétaires, sinon de facteurs. Il s'est bien sûr arrangé avec les PTT. Il a dû recruter beaucoup de secrétaires pour répondre à tout ce courrier. Exemple, les secrétaires du Père Noël de la région de la Gironde qu'a rencontré Henri Charpentier. Petit Papa Noël, j'ai été bien sage. J'ai eu un billet d'honneur à l'école. Je lis bien. Et la maîtresse est contente. S'il te plaît, Papa Noël, je voudrais que tu me porte. Le choix définitif de Sylvie, nous ne le connaîtrons pas. Seul le Père Noël, qui a son propre service de réception du courrier, connaît exactement ce que notre petit ami trouvera dans ses souliers le 25 décembre. Ce service reçoit de la sorte un nombre impressionnant de lettres. Il est répondu à toutes celles qui indiquent une adresse de retour. Monsieur Pagnès, nous sommes en quelque sorte ici dans le secrétariat du Père Noël. Combien de lettres reçoit-on ici? Nous recevons environ chaque année 80 000 lettres du Père Noël. Elles viennent de quel coin de France? Elles viennent de tous les points de France et même de l'étranger. Et que demandent les enfants qui viennent et qui écrivent ici? Les enfants qui écrivent demandent toutes sortes de jouets, de cadeaux, de vêtements. Il est certain que nous trouvons deux catégories d'enfants, on peut dire, ceux qui demandent beaucoup et qui pensent recevoir beaucoup, qui savent même qu'ils recevront beaucoup. Et puis il y a les autres, plus modestes, qui nous demandent quelquefois que quelques oranges, ou quelquefois rien aussi. Et vous les lisez, ces lettres? Oui, il m'est arrivé, il m'arrive tous les jours, à cette période de l'année, de lire plusieurs centaines de lettres adressées au Père Noël. Je crois que vous y répondez, surtout. Oui, le Père Noël est bien vieux et il peut répondre à toutes les lettres qu'il reçoit. Aussi, nous disposons d'une vingtaine de jeunes secrétaires qui sont chargés de cette mission. Il n'y a pas que les lettres, il y a les dessins. Les enfants font au Père Noël des cadeaux, en quelque sorte. Les dessins des enfants, en voici quelques-uns, qui sont très richement coloriés. Madame Ganmarki, vous êtes une des secrétaires du Père Noël, une des 20 secrétaires du Père Noël. En quoi consiste ce travail? Nous ouvrons les lettres, nous regardons s'il y a des adresses. J'envoie une petite carte comme ceci à chaque enfant. Vous les lisez, ces lettres? Oui, bien sûr. Pouvez-vous nous lire la carte que vous envoyez? C'est un texte du Père Noël. Oui. Mon cher enfant, j'ai bien reçu ta gentille lettre. Tu vois, mon ami le facteur a dû monter très très haut dans le ciel pour l'apporter sur mon nuage. Il connaît bien le chemin car beaucoup de petits-enfants m'écrivent. Pour eux et pour toi, je vais préparer plein de jouets, mais je suis vieux et je ne pourrai peut-être pas emporter tout ce que vous m'avez demandé. De toute façon, sois toujours sage et travaille bien pour me faire plaisir. Je t'embrasse bien fort, Papa Noël. Vous savez que tous les enfants aimeraient voir le Père Noël. Vous l'avez vu en tant que secrétaire? Oui, je l'ai vu, mais malheureusement, en ce moment, nous le voyons peu, car il est beaucoup dans les rues pour les enfants.
Je vous propose de continuer de parler du Père Noël. Là, je pense qu'il y a quelque chose d'important pour les jeunes, les tout jeunes, les petits téléspectateurs. Bien sûr, l'histoire du Père Noël est authentique, le Père Noël existe, ça fait de doute pour personne. Louis Doucet peut même vous assurer et vous parler de son pays natal, puisqu'il peut vous préciser que le bonhomme à la barbe blanche est né en Turquie méridionale au début de l'ère chrétienne. Louis Doucet et Jacques Aubertin sont d'ailleurs allés le voir à Demré, son village natal. Je reviens tout droit du pays du Père Noël. Il se cache en Turquie, là, derrière ces montagnes qu'un guide mystérieux nous a fait franchir par une route connue de lui seul. À travers des paysages étranges, de la glace, du brouillard, il nous a fallu des heures pour arriver dans cette vallée perdue. Vous allez la voir. Nous y avions rencontré des personnages étranges. Des choses qu'on ne s'imagine pas rencontrer dans le pays du Père Noël. Mais le voilà ce pays, c'est un pays merveilleux avec des oranges derrière la neige et des mosquées dans le soleil. Et puis aussi des maisons bizarres taillées dans la falaise. C'est là qu'habite le Père Noël. Mais il est malin le bonhomme, vous savez. Il ne se montre pas à tout le monde. J'ai regardé partout. Je l'ai cherché partout, là, et puis dans ces ruines romaines qui sont un peu plus loin. Et à un moment, j'ai aperçu son ombre. Mais quand je me suis retourné, hop, trop tard, il avait déjà disparu. Alors, je suis allé voir s'il n'était pas dans son église. Au premier temple de l'ère chrétienne, il y réunissait ses fidèles. C'était un bon évêque et on l'appelait Nicolas. Voilà, il marchait sur ses dalles. Et voici son portrait, le véritable portrait du Père Noël. Dans le village voisin, où rien n'a changé depuis des siècles, tous les paysans sont ses cousins. Là-bas, ils le connaissent absolument tous. Et dans ce village, voyez-vous, il y a beaucoup de boue. Et parce qu'il y a beaucoup de boue, on y fait toujours sécher les chaussures devant le feu. C'est pourquoi, un soir, des jeunes filles qui regardaient leurs bottes fumées virent tomber dedans une bourse d'or. C'était Nicolas qui l'avait jetée dans la cheminée parce que les pleurs de ces jeunes filles, trop pauvres pour se marier, l'avaient ému. Comme cela se passait dans la nuit de Noël, et que l'on n'avait pas reconnu Nicolas, on appela le mystérieux donateur le Père Noël. C'était le 25 décembre de l'an 290. Aujourd'hui, petits enfants, je peux vous l'affirmer, car il m'a ramené avec lui ce matin même dans son avion personnel. Le Père Noël existe, moi, je l'ai rencontré. Et le Père Noël est parti pour une longue tournée qui va durer toute la nuit prochaine, bien sûr. Vous cherchez peut-être encore des idées de cadeaux, de petits cadeaux pas trop chers. Le Père Noël, lui, cette année, s'apprête à livrer beaucoup de disques pour enfants qui ont une vogue de plus en plus grande. Et d'ailleurs, certaines vedettes de la chanson s'y sont mises à leur tour. C'est le cas, par exemple, de Claude François. Et c'est sans doute pourquoi cette année, il y a un choix, disons, plus grand dans ce domaine des disques pour enfants. Cette année, tous les ans en fait, mais cette année, depuis 2 ans surtout, un plus grand choix. Grâce au succès des feuilletons de la télévision, des bandes dessinées et des grands films commerciaux. Il y a également, je crois, les disques classiques racontés aux enfants. Oui, ça c'est assez nouveau et cette année on a un Vivaldi raconté aux enfants qui a un succès particulier. Beethoven a eu un grand succès aussi. Je pense que les gens achètent celui-ci parce qu'on sait que les enfants ne peuvent pas l'avoir.
Et c'est une série qui a débuté doucement et qui prend très très bien. Dans ce domaine des disques pour enfants, ce qui est un peu paradoxal, enfin un peu surprenant, disons, il y a quand même des tubes, un peu comme dans le domaine des Oui, variétés bien aussi. sûr. Chaque année, on a eu le tube de Bonne Nuit les Petits. Je crois que c'est un tube qui a duré 2 ans de suite, 3 ans. On a sous les yeux d'ailleurs ce qui marche le mieux, disons, dans ce Ce qui marche parade. le mieux, oui. Alors là, vous avez des contes de Stéphanie, qui est le tube de l'année. Ça, c'est le numéro 1, oui, de parade des enfants. C'est disons. ça. Conte pour les Ça, amis c'est de le Stéphanie. numéro 1. Vous avez un autre numéro 1 aussi. Enfin, on a du mal à savoir si c'est numéro 1. Puis la semaine va Claude François, s'annoncer. le monde extraordinaire de Claude François. Lorsqu'on voit Claude François chez lui, à la campagne, avec Claude François Junior, on n'est finalement pas tellement étonné de le voir sortir un disque pour Noël, non? C'est-à-dire que je n'aurais pas été capable d'enregistrer une chanson pour enfants. Enfin, j'en ai enregistré 1 ou 2, mais c'était en pensant à moi quand j'étais enfant. Le jeu extraordinaire, par exemple, c'était une chanson que j'avais plus ou moins chantée quand j'étais petit. C'est une vieille chanson folklorique que j'avais reprise. Mais il m'est incapable, en général, même de chanter ou de composer de façon générale des chansons qui ne soient autobiographiques, que je n'ai vécues. Donc, pour chanter pour les enfants, c'est difficile. Il fallait que j'ai l'habitude d'avoir un certain dialogue. Alors avec lui, enfin le dialogue c'est une façon de parler, parce qu'à part 5 ou 6 mots qu'on se répète l'un et l'autre, il fallait que j'ai ne serait-ce un pré-public, si j'ose dire. Donc lui en l'occurrence. Je vais vous raconter l'histoire de 2 crocodiles. Ils s'appelaient Diggy Diggy Lie et Diggy Diggy Do. Ils étaient très gentils avec les enfants gentils, mais toujours très méchants avec les enfants méchants. Écoutez bien. Papa Noël, qu'est-ce qu'il te ramène? Non, guitare papa. Guitare papa, tu vois. Guitare papa. Guitare papa, c'est son obsession depuis, parce que je lui chante à la guitare les chansons. Et il s'oriente déjà vers la chanson aussi, non? Non, mais c'est comme ça, c'est comme papa à la guitare, il veut la guitare aussi. C'est effectivement la première télévision de Claude François Junior. Est-ce que lorsqu'on est dans la position de Claude François, on n'a pas un petit peu envie de le cacher finalement, son fils? C'est-à-dire que j'ai essayé désespérément pendant... Je crois qu'on l'a connu quand il avait 1 an et demi à peu près. Alors j'ai réussi à le cacher, ce qui est déjà une chose faramineuse. J'avais autour de la propriété des photographes avec des, on appelle ça des sortes de longue vue, comme on bout des appareils, des zooms, des objectifs très puissants. Et ils n'ont jamais réussi à photographier le petit, ou en tout cas, enfin, je parle d'un genre de journal bien précis évidemment. Mais au bout d'1 an et demi, j'ai eu un petit problème qui a fait que quelqu'un qui était dans mon entourage très intime avait des photos et allait les donner. Donc j'étais obligé à partir de cet instant, j'étais obligé en tant que personnage public de reconnaître que j'avais un enfant, de parler de lui, de le montrer, parce que les lettres s'amoncellent, ça fait partie du métier. On chante, mais on appartient au public et ils veulent absolument savoir tout ce qui se passe autour de nous. Et je trouve en partie que c'est légitime de leur part. Faire un disque pour les enfants au moment de Noël, c'est au départ forcément une opération un peu commerciale, mais est-ce qu'elle est un peu ressentie pour toi, ne serait-ce qu'à cause du fils? Je te répète, les chansons, je les ai faites pour lui dans la mesure où, symboliquement, c'est un enfant comme tous les enfants de France. Donc, chaque fois qu'il aimait une chanson, je tenais compte du fait qu'il aimait la chanson. 9 fois sur 10, j'ai retenu la chanson qu'il aimait lui au départ. Et puis, par la suite, j'ai fait 12 chansons. C'est évident que c'est commercial, c'est mon métier. C'est comme si tu disais à un épicier, il vend du beurre, c'est commercial. Bien sûr, il est obligé d'en vendre parce qu'il doit s'en sortir. Donc, j'ai fait ça, mais... Au départ, je suis incapable, je crois même qu'il ne m'est jamais arrivé d'avoir une chanson qui ait marché, que je n'ai faite avec le cœur, même si elle était simpliste. Il y en a quand même 2 ou 3 que j'ai montées techniquement, parce que je suis un technicien de la chanson. Pour le moment, bon, le disque est jeune, mais c'est pas celle que les gens ont retenue. Et les 3 ou 4 où je me suis vraiment amusé, ce sont celles que les gens ont ressenties. Je suppose que tu as, disons, la possibilité de les faire des cadeaux merveilleux, non? Je ne veux pas que ce soit un enfant gâté, d'abord, parce que je veux qu'il soit bien élevé. Et puis surtout, je ne voudrais pas lui rendre de mauvais services, de trop le gâter, de lui rendre la vie trop facile. Et si jamais il lui arrive comme moi d'avoir faim un jour, il ne saura pas se débrouiller parce que tout aurait été trop facile pour lui. Alors je préfère ne pas lui rendre ce service. Le fils que l'amour m'a donné et qui dort dans la chambre à côté. Mon fils doit se dire tout bas, comme je l'ai fait autrefois. Demain matin, au pied du grand sapin, en tremblant j'ouvrirai les merveilleux paquets. Et si je n'ai simplement qu'un seul jouet,
clocher a sonné. Oui, moi j'aurai un vélo et des billes à bateau et des quilles, c'est Noël, j'aurai tout ça. Oui, j'aurai un vélo et des billes à bateau et des quilles, c'est Noël, j'aurai tout ça. Oui, j'aurai un vélo et des billes à bateau. Des images de Fernand Gentil. Demain matin, en tout cas, les paquets seront au pied de l'arbre, comme le dit Claude François dans sa chanson, et pas forcément uniquement pour le petit Claude, qui vous souhaite d'ailleurs un bon Noël. Un tour à la Bourse de Paris, maintenant, en compagnie de Gérard Vidalange, avec une question qu'on se pose aujourd'hui à la Bourse. Gérard Vidalange, c'est le fameux taux d'escompte. Est-ce qu'il est en hausse? Est-ce qu'il est modifié par la Banque de France aujourd'hui? Les banques ferment ce soir. Le gouverneur de la Banque de France est parti sans modifier le taux d'escompte. Je pense que la décision sera inévitable au début du mois de janvier. Quoi qu'il en soit, cette espérance de réduction du taux de l'escompte n'est pas démentie, si vous voulez. En fait, disons que la décision sera prise très certainement tout à fait au début de janvier. En tous les cas, aux États-Unis, cette détente des taux d'intérêt, qui est tout de même très importante pour l'ensemble des marchés financiers et pour les clients, pour nous tous qui sommes des consommateurs, se développe. Les crédits bancaires, les prêts bancaires pour les sociétés de première qualité viennent de baisser de 7 à 6,75%. Ce qui est important aussi, c'est que les obligations, les taux d'intérêt des obligations ont également baissé. Le rendement qui dépassait 9% à la mi-juin aux États-Unis, eh bien ce rendement se situe maintenant à 7,60 et il est probable que les premiers emprunts des grandes sociétés françaises en janvier devraient marquer également une légère baisse du taux d'intérêt. Quoi qu'il en soit, voici une deuxième séance de hausse des valeurs françaises, si bien que depuis hier, on peut dire que les valeurs françaises ont progressé en moyenne de 2 à 3%, et c'est tout de même une étape assez sensible donc dans le redressement des sociétés françaises. Le marché, bien sûr, est très étroit. Il faut dire que beaucoup de gens sont déjà partis, mais le climat est tout de même rasséréné. Vous voyez qu'il y a des hausses dans tous les secteurs, y compris les grands magasins comme les Nouvelles Galeries qui gagnent 2 francs aujourd'hui. Il semble bien que les ventes des grands magasins parisiens en décembre se soient beaucoup développées. Voici d'autres hausses. LMT, Cofimer également. Cofimer est une société financière qui est spécialisée dans les investissements outre-mer. Eh bien, ce titre qui était très déprécié, son nominal est de 100 francs, regagne du terrain. Le téléphone avec LMT est également très en vue. Et en ce qui concerne le téléphone, une des sociétés les plus importantes, filiale de la CGE, la CIT, annonce une double opération, une répartition d'actions gratuites 1 pour 5 et une émission en numéraire, également 1 pour 5. C'est un appel d'argent frais d'un peu moins de 100 millions, 10 milliards d'anciens francs, que demandera la CIT probablement également au début de janvier. Sur ce tableau, vous voyez que Saint-Frère se maintient aisément, tandis que Logapaille, 535 et Ricard sont en hausse. À la métallurgie, Usinor, comme prévu, va lancer son émission d'actions le 4 janvier, une action au pair de 75 francs pour 4 anciennes. À la métallurgie, les perspectives restent toujours bonnes et cette société, comme Usinor par exemple, a annoncé pour 70 l'élévation de son dividende de 4 à 6 francs. Eh bien, sur le capital augmenté, la société peut d'ores et déjà promettre à ses actionnaires que le dividende sera maintenu. Thomson, CGE également en progrès. Et la Française des Pétroles, aujourd'hui, frôle le cours de 170, bien que l'on n'ait pas encore de précision sur les résultats des négociations franco-algériennes. Aux travaux publics, vous voyez qu'il y a tout de même un échantillon de hausse appréciable. Les valeurs étrangères, en revanche, sont beaucoup plus irrégulières et le marché de l'or, alors, est très stable, 6685, 5 francs de mieux pour le lingot, tandis que le Napoléon gagne 10 centimes à 57 francs. C'était la Bourse de Paris, je vous dis à lundi. Merci Gérard Vidalange. Fin de ce télémidi. Il me reste peut-être à vous rappeler une chose importante. Si vous avez l'intention de prendre la route cet après-midi, vous pouvez, vous le savez, obtenir des renseignements en appelant Interservice Jeunes. Je vous rappelle ce numéro donc très important aujourd'hui, le 858 33 33. Merci de votre attention et à tous surtout un joyeux Noël.